La dernière chose que j'ai sentie, c'est la chaleur s'échappant de ses doigts. La main de Madame Geneviève, qui avait si souvent cherché la mienne en quête de réconfort, devint inerte, froide. L'air dans la chambre semblait s'alourdir, se figer, comme si le temps lui-même avait cessé de respirer avec elle. Pendant un instant, le seul son fut celui de ma propre douleur, résonnant dans le silence. 10 années contenues dans un dernier soupir. Puis la porte s'ouvrit à la volée, brisant la paix funèbre. Ce n'était pas le médecin, c'était Amélie. Son visage, au maquillage impeccable, ne portait aucune trace de larmes. Ses yeux, durs et calculateurs, effleurèrent le corps de sa mère pour se planter dans le mien. Il n'y avait pas de deuil ici. Il n'y avait que de la glace. « Qu'est-ce que tu as fait ?» dit-elle, la voix tranchante comme une lame. « Qu'est-ce que tu as mis dans son dîner ?» La question flotta dans l'air, plus violente qu'une gifle. Là, aux côtés de la femme à qui j'avais consacré ma vie, je n'étais pas la fille qu'il avait aimée jusqu'au bout. J'étais la principale suspecte. À cet instant, je compris que la mort de Geneviève n'était pas la fin de mon voyage. C'était le début d'une guerre que je ne savais pas comment mener. Mais que, pour une raison obscure, je sentais que je ne pouvais pas perdre. Cette humiliation n'est que le début d'un retournement de situation de génie. Pour ne pas manquer le dénouement choquant de cette histoire, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche des notifications. Une guerre, c'était le mot qui résonnait alors que le regard d'Amélie me fusillait. Pour elle, j'étais une étrangère, une pièce jetable dans le jeu qui se terminait avec la mort de sa mère. Elle et son frère, Luc, n'avaient jamais pris la peine de comprendre la partie que j'avais jouée, seule, pendant 3650 jours. Je m'appelle Chloé, mais au cours de la dernière décennie, mon nom était synonyme de ma fonction, celle qui s'occupe de Madame Bernard. J'ai perdu le compte du nombre de fois où je me suis présentée ainsi. Je n'étais plus Chloé, l'architecte qui rêvait de dessiner des ponts. J'étais la femme qui connaissait le dosage exact de chaque médicament, la texture idéale de la soupe, la bonne façon d'arranger les oreillers pour soulager le mal de dos qui ne partait jamais. Ma vie était devenue un scénario répété jusqu'à l'épuisement. Se réveiller avant le soleil, sentir l'odeur d'antiseptique qui s'imprégnait sur ma peau, entendre le sifflement bas du concentrateur d'oxygène qui était la bande-son de mes jours. J'avais échangé des plans et des projets contre des flacons de pilules et des graphiques de tension artérielle. Et je l'ai fait par choix, par amour. Pendant que je comptais les jours en petites victoires, une cuillerée de soupe de plus, un sourire lucide, une nuit sans fièvre, Amélie comptait ses succès sur les réseaux sociaux à travers des photos de voyages exotiques. Luc, son frère, comptait ses profits dans des rapports boursiers. Leurs appels étaient brefs, efficaces. Tout est sous contrôle, Chloé. La question ne portait pas sur le bien-être de leur mère. C'était une vérification de statut, comme on s'assure qu'un service a été correctement exécuté. Ils avaient externalisé l'affection. Ils envoyaient des fleurs hors de prix pour les anniversaires, mais jamais ce que Geneviève demandait le plus dans ses murmures, leur présence. Dans les moments de silence, quand la maison dormait, Geneviève et moi avions notre propre monde. Je lui lisais les poèmes qu'elle aimait tant, et elle me racontait le bal où elle avait rencontré son mari, son enfance à la campagne. « Tu es la fille que la vie m'a donnée », m'a-t-elle dit un jour, en me serrant la main. C'était mon salaire, c'était mon trésor. Je lui ai donné la paix que l'argent de ses enfants ne pouvait acheter. En retour, ils m'ont offert un soupçon, une dague déguisée en question. Ils pensaient qu'avec le dernier souffle de Geneviève, je deviendrais simplement invisible, un chapitre clos. Ils ignoraient qu'en m'accusant, ils ne me chassaient pas. Ils me donnaient, pour la première fois en 10 ans, une raison de me battre pour moi-même, me battre pour moi. L'idée semblait étrange, presque égoïste. Pendant 10 ans, mon seul combat fut contre le temps, contre la maladie qui emportait Geneviève petit à petit. Je me suis battue pour qu'elle mange une cuillère de plus, pour qu'elle dorme une nuit sans douleur, pour qu'elle vive un jour de plus. Maintenant qu'elle était en paix, la question qui flottait était « Pourquoi Chloé se battrait-elle » Je ne désirais pas leur fortune, ne convoitais ni leur voiture, ni leurs appartements luxueux. Mon désir était quelque chose que leur argent ne pourrait jamais acheter. C'était quelque chose que je pensais avoir gagné en silence, goutte à goutte, au cours de ces 3650 jours. Je désirais la reconnaissance. Je voulais qu'ils me regardent et ne voient pas la garde malade, la veuve de leur frère, la pièce rapportée de la famille. Je voulais qu'ils voient la femme qui avait aimé leur mère comme si c'était la sienne. Je voulais que le mot « famille », qu'ils utilisaient si facilement pour se désigner, m'inclue enfin.
C'était un souhait simple, presque naïf. Je voulais juste en faire partie. Ce désir avait un visage et un nom. Léa, ma fille. Elle avait 11 ans et n'avait jamais connu une mère qui ne soit pas perpétuellement fatiguée, le regard lointain, une oreille toujours attentive au téléphone, attendant une urgence. Mon plus grand rêve était de l'emmener au parc un samedi ensoleillé et simplement rester, sans hâte, sans avoir à calculer l'heure de rentrée pour l'injection de sa grand-mère. J'imaginais la scène avec une clarté douloureuse. Moi, assise sur un banc, regardant Léa courir sur l'herbe, les cheveux au vent, le rire libre, et mon cœur serait là, entier, présent, sans être partagé entre l'amour pour ma fille et le devoir envers ma belle-mère. Je voulais que Léa ait des souvenirs d'une mère qui souriait de tout son corps, pas seulement avec les lèvres. Je lui devais bien ça, et je me le devais à moi-même. Le combat, donc, était pour un avenir où je pourrais être simplement maman, et non maman et aide-soignante. Ce voyage a commencé par une promesse. Quand mon mari, Étienne, est mort dans cet accident de voiture il y a une décennie, mon monde s'est effondré. Mais au milieu des décombres, j'ai trouvé le regard de Geneviève. Elle avait perdu son fils unique, moi, l'amour de ma vie. Dans ce salon silencieux, quelques jours après l'enterrement, elle m'a regardé avec une fragilité qui m'a brisé le cœur et a dit « Maintenant, je vais être un fardeau pour toi, ma fille. » À cet instant, voyant la douleur de la femme qui m'avait accueillie comme sa propre fille dès le premier jour, j'ai pris la décision qui scellerait mon destin. Je lui ai pris la main et j'ai promis « Je n'irai nulle part. Vous ne serez jamais seul. » Et j'ai tenu parole. J'ai tenu parole quand mes associés du cabinet d'architecture m'ont dit que je devais choisir. J'ai tenu parole quand mes amis ont cessé de m'inviter, fatigués d'entendre toujours le même refus. Je suis devenue une île pour pouvoir être son port d'attache. Au début, je croyais qu'ils voyaient. Les premiers Noëls, Amélie et Luc me remerciaient avec des mots formels et des cadeaux coûteux. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi, Chloé. Mais le temps a le pouvoir de transformer la gratitude en commodité. Peu à peu, la chère Chloé est devenue Chloé qui est là. J'ai cessé d'être une personne qui faisait un sacrifice pour devenir une ressource, une solution permanente à leur conscience coupable. Le mépris ne venait pas en paroles, mais en gestes, dans la façon dont ils coupaient mes phrases pour parler affaires, dans la manière dont ils ne demandaient jamais comment je me sentais. Ils se sont habitués à mon sacrifice au point de ne plus le voir. Et mon désir, au fond, était qu'ils recommencent à voir, qu'ils se souviennent de la promesse que j'ai faite et du prix que j'ai payé pour elle. Je voulais seulement qu'à sa mort, le deuil nous unisse, que nous puissions pleurer ensemble et nous soutenir, comme la famille que Geneviève avait toujours rêvé que nous soyons. Mais le lendemain de sa mort, alors que j'essayais encore de digérer le vide, mon téléphone a sonné. Ce n'était pas Amélie voulant décider des fleurs pour l'enterrement. C'était un numéro inconnu. Une voix formelle, presque robotique, s'est présentée comme l'avocat de la famille. Son message fut bref, précis et brutal, et en l'entendant, j'ai compris la vraie nature de la guerre à venir. Le message de l'avocat était simple, délivré avec la froideur de quelqu'un qui dicte une nécrologie par téléphone. Il y aurait une réunion pour la lecture formelle du testament de Madame Bernard. Il a tenu à souligner, avec une intonation qui était en soi une offense, que ma présence était purement protocolaire, une formalité. C'est ainsi qu'il voyait mes 10 années de dévouement. Un protocole à accomplir avant que la vie puisse reprendre son cours. Malgré tout, j'y suis allée. Une part de moi, naïve et têtue, s'accrochait à l'espoir que Geneviève m'ait laissé un dernier mot. Pas un bien matériel, mais une reconnaissance, une phrase finale qui validerait le lien que nous avions eu et qu'il n'avait jamais été capable de voir. Je n'y allais pas pour l'héritage, j'y allais pour sa mémoire. Le cabinet était situé au cœur du quartier des affaires, dans un de ces immeubles haussmanniens dont la façade en pierre de taille respirait le pouvoir et l'argent. L'intérieur était encore plus intimidant. Tapis perçants, murs couverts de boiseries sombres et une odeur de cuir et de vieux papier. Amélie et Luc étaient déjà là, assis dans des fauteuils en cuir qui ressemblaient à des trônes. Ils ne portaient pas le deuil, ils portaient des armures. Vêtements de créateurs, chaussures chères, la posture de ceux qui viennent à une réunion d'affaires, pas au dernier adieu d'une mère. Quand je suis entrée, leur conversation avec l'avocat a cessé. Les trois m'ont regardé comme si je m'étais trompée de porte. Une étrangère qui avait pénétré dans un club exclusif. Je me suis assise sur la chaise la plus éloignée, sentant le poids de ma simple robe noire, me sentant comme une fausse note
dans cette symphonie de richesse. L'air est devenu lourd, dense de mots non dits et d'une cupidité presque palpable. L'avocat, maître Duval, s'est raclé la gorge et a ouvert un dossier en cuir. Sa voix était un murmure monotone, dépourvu de toute émotion, alors qu'il déroulait l'inventaire d'une vie entière. « Premier point », commença-t-il, « l'appartement de 4 chambres sur l'avenue Foch, avec vue sur le bois de Boulogne, estimé à 12 millions d'euros, et légué dans son intégralité à ma fille bien-aimée, Amélie Bernard. Je me souvenais de cet appartement. Je me souvenais d'avoir emmené Geneviève y voir le coucher de soleil une dernière fois, en poussant son fauteuil roulant sur le balcon. Amélie sourit discrètement, une lueur de triomphe dans les yeux. Deuxième point, la maison de campagne en Normandie, avec ses 5 hectares de terrain, est léguée dans son intégralité à mon fils bien-aimé, Luc Bernard. Je me souvenais aussi de cette maison. Je me souvenais y avoir passé des semaines à adapter la chambre du rez-de-chaussée pour les besoins de Geneviève, pendant que Luc était trop occupé pour venir. La liste continua, interminable. Le portefeuille d'actions, la collection d'art, les voitures au garage. Chaque élément était un coup de marteau, enfonçant la réalité que je n'étais qu'une spectatrice de leur empire, une employée dont le contrat avait expiré. Enfin, Maître Duval arriva à la dernière page. Il marqua une pause, ajusta ses lunettes et me regarda pour la première fois. Et, pour finir, dit-il, et mon cœur, contre toute logique, fit un bond. À Chloé Laurent, veuve de mon regretté fils Étienne, et qui avec tant d'abnégation a pris soin de moi dans mes dernières années, je laisse quelque chose d'une valeur sentimentale inestimable. Il fit une autre pause dramatique. Amélie se pencha en avant, curieuse. Je lui lègue ma vieille montre-bracelet, celle que mon défunt mari m'a offerte pour nos fiançailles, afin qu'elle se souvienne toujours que le temps est notre bien le plus précieux. Et, par-dessus tout, je lui laisse mon éternelle gratitude. Silence. Un silence qui pesait plus lourd que toutes les propriétés et actions réunies. Éternelle gratitude. La phrase résonna dans le bureau aux boiseries sombres. Une aumône verbale, le pourboire laissé à la fin d'un service de 10 ans. L'avocat poussa une petite boîte de velours usée sur la table polie. Elle glissa et s'arrêta devant moi. À l'intérieur, la petite montre dorée, avec son verre fêlé et ses aiguilles figées pour toujours. Le temps, avait-il dit. Mon temps, 10 ans de ma vie, arrêté, brisé, à l'intérieur de cette petite boîte. Ma main plana au-dessus d'elle, tremblante. Le nœud dans ma gorge n'était pas de tristesse. Il était de fureur. Et pour la première fois, je n'ai pas baissé les yeux. J'ai relevé la tête et j'ai affronté le regard victorieux d'Amélie. Et ce qu'elle y a vu, j'en suis sûre, n'était pas la femme vaincue qu'elle attendait. Ce qu'Amélie a vu dans mes yeux, je ne saurais le dire. Peut-être un reflet de sa propre cruauté. Peut-être l'étincelle de quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. La résilience. Le sourire victorieux sur ses lèvres vacilla une fraction de seconde. Une micro-expression d'incertitude qui me procura une étrange et froide satisfaction. D'une main ferme, j'ai tendu l'index et lentement, d'un mouvement délibéré, j'ai refermé le couvercle de la petite boîte de velours. Le clic du fermoir résonna dans la salle silencieuse, un son minuscule mais définitif. Un point final. Maître Duval sembla interpréter ce geste comme la fin de la réunion. Il repoussa sa chaise et se leva, tendant déjà la main à Luc, parlant de délai et d'inventaire, me traitant comme si je faisais partie des meubles. Ils m'ont tourné le dos, littéralement et métaphoriquement. J'ai pris la boîte insignifiante, mon salaire d'une décennie, et je suis sorti du bureau sans un mot. Le couloir semblait plus long, l'air plus rare. Je voulais juste atteindre l'ascenseur, la rue, l'air libre, pour pouvoir respirer. Mais la voix d'Amélie m'a rattrapé avant. « Chloé !» Je me suis arrêtée, mais sans me retourner. Je suis restée de dos, un acte de défi qui sembla l'enrager encore plus. « J'espère que l'éternelle gratitude de maman paiera tes factures, » dit-elle, le sarcasme suintant de chaque syllabe. « Parce que, à partir d'aujourd'hui, la pension est terminée. » Mon sang se glaça. Pension. C'est ainsi qu'elle voyait l'argent que j'utilisais pour acheter les médicaments coûteux de Geneviève, la nourriture spéciale, les honoraires des infirmières de week-end que j'engageais pour pouvoir accorder un minimum d'attention à ma fille. Pour elle, tout était une facture qu'elle et son frère payaient, et moi, l'employé qui gérait les dépenses. Je restais silencieuse, attendant. Je savais qu'elle n'avait pas fini. Elle voulait une dispute, une scène. Elle voulait que je m'effondre, que je pleure, que je valide l'image de pauvre fille qu'elle avait construite de moi dans son esprit. Luc s'approcha,
posant une main sur l'épaule de sa sœur. « Amélie, ça suffit. Laisse-la tranquille. » Sa fausse compassion était presque plus offensante que son hostilité. « Non, ça ne suffit pas. » Elle se dégagea, la voix montant d'une octave, attirant l'attention d'une secrétaire qui passait. « Je veux que ce soit bien clair. Soyons honnêtes, devant toi, Chloé. Qu'est-ce que tu espérais vraiment? Un appartement? Une rente à vie? Tu pensais que 10 ans à changer des couches et à donner la soupe à ma mère te donnèrent le droit de t'asseoir à la table des héritiers? Finalement, je me suis retournée. Je l'ai regardé en face. Son visage était rouge, le masque de sophistication fondant pour révéler la laideur de sa cupidité. Tu n'as rien fait par amour. Tu es restée parce que c'était pratique, veuve, sans carrière, avec une fille à élever. Nous t'avons donné un toit, à manger, un but. Tu devrais nous remercier de ne pas t'avoir jeté à la rue quand Étienne est mort, cracha-t-elle. Chaque mot était une pierre. Chaque mot, un mensonge qu'elle devait se raconter pour justifier sa propre absence. Profiteuse. C'est ce que tu as été. Tu as utilisé la maladie de ma mère pour t'assurer un avenir. Une petite infirmière de luxe qui attendait son jour de paix. Mais quel dommage. La paix n'était qu'une montre cassée. Je suppose que ce n'était pas un bon investissement, n'est-ce pas? Elle rit. Un rire bref et laid. Et là, dans ce couloir froid et impersonnel, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. L'humiliation était un poison chaud se propageant dans mes veines. Luc, voyant que sa sœur était allée trop loin, intervint, mais sa solution fut le coup de grâce. « Ce qu'Amélie veut dire, Chloé, dit-il, d'un ton faussement apaisant, c'est que nous devons organiser la maison. L'inventaire, tu sais. Donc, nous aimerions te demander de libérer ta chambre d'ici la fin de la semaine. 3 jours devraient me suffire pour que tu rassembles tes affaires, n'est-ce pas? Ta chambre. » La petite pièce au fond de l'appartement, où j'avais passé plus de 3000 nuits sur un fauteuil à côté du lit de Geneviève, était maintenant traitée comme une chambre d'hôtel dont l'heure de départ était dépassée. Il ne m'expulsait pas seulement de l'héritage, il m'expulsait de l'histoire, de la maison, de la mémoire. Il m'effaçait. J'ai hoché la tête, une seule fois. Je ne faisais pas confiance à ma voix. Je suis passée devant eux, sentant leur regard me brûler le dos. Je suis entrée dans l'ascenseur, appuyant sur le bouton du rez-de-chaussée d'un doigt tremblant. Les portes métalliques se sont refermées, me cachant à leur vue. Seul, dans la boîte de métal qui descendait, le masque que je tenais si fermement a finalement commencé à se fissurer. Je n'ai pas pleuré. Les larmes semblaient un luxe, une faiblesse qu'ils ne méritaient pas de voir, même en mon absence. À la place, une seule question, froide et tranchante, a envahi mon esprit, faisant taire tout le reste. Si 10 ans d'amour, de loyauté et de sacrifice valaient une montre cassée, qu'est-ce qui, dans ce monde de verre et d'acier, avait vraiment de la valeur? L'air de la rue m'a frappé comme un coup de poing, mais ne m'a pas sorti de ma transe. La question continuait de résonner dans ma tête alors que je marchais sans but sur le boulevard animé, un fantôme au milieu de la foule vibrante. Qu'est-ce qui, dans ce monde, avait vraiment de la valeur? Les gens passaient à côté de moi, riant, parlant au téléphone, vivant leur vie, inconscients de l'effondrement silencieux qui se produisait en moi. Je serrais la petite boîte de velours dans la poche de mon manteau. Elle ne pesait presque rien, mais dans mes mains, elle semblait avoir le poids d'une pierre tombale. À chaque pas, les mots d'Amélie et de Luc se répétaient comme un mantra cruel. Profiteuse, petite infirmière, pension, libère ta chambre. C'étaient des échos qui se superposaient aux klaxons des voitures et aux conversations des passants, créant une cacophonie de mépris que seul moi pouvais entendre. Je n'ai pas pris de taxi. J'avais besoin du châtiment de la marche, de la douleur dans mes pieds pour me distraire de la douleur dans mon âme. J'avais besoin de sentir l'asphalte dur sous mes chaussures pour me rappeler que j'étais encore debout. Quand je suis finalement arrivée devant l'immeuble, l'endroit que j'avais appelé mon foyer pendant une décennie m'a semblé étranger, comme si je le voyais pour la première fois. La façade haussmannienne, l'imposante porte cochère, tout ce qui avait un jour représenté la sécurité me semblait maintenant une forteresse ennemie dont j'étais expulsée. J'ai utilisé ma clé pour ouvrir la porte, peut-être pour l'une des dernières fois. Le silence à l'intérieur était différent. Ce n'était plus le silence paisible d'un devoir accompli. C'était le silence de l'abandon. J'ai marché lentement à travers les pièces et chaque objet semblait m'accuser. Le fauteuil dans le salon, où j'avais passé d'innombrables nuits à lire à Geneviève jusqu'à ce qu'elle s'endorme. La cuisine, où j'avais préparé des milliers de repas avec le soin d'une mère pour son enfant.
la rampe de l'escalier, sur laquelle je l'avais si souvent appuyé pour l'aider à monter, une marche à la fois. Mon histoire était imprégnée dans ces murs, dans les plis du canapé, dans l'odeur des livres, et il me donnait 3 jours pour tout effacer, pour emballer mes souvenirs et prétendre que je n'avais jamais été là. L'humiliation dans le bureau de l'avocat était la sentence. Cette marche dans l'appartement était l'exécution. Je suis entré dans ma chambre. Ta chambre, comme Luc l'avait dit. C'était une petite pièce, presque monacale, avec un lit simple, une armoire et une fenêtre donnant sur la cour. C'était l'épicentre de ma vie, mon poste de commandement, mon refuge et ma cellule. Je me suis approché du miroir usé au-dessus de la commode et je me suis regardé. Et pour la première fois, je me suis vue comme il me voyait, une femme d'âge mûr avec des cernes profonds, les épaules courbées par la fatigue, les cheveux attachés à la va-vite, une silhouette fonctionnelle, pratique, dépourvue de toute vanité ou éclat, l'aide-soignante. J'étais devenue la fonction que j'exerçais. Je m'étais tellement annulée, tellement donnée, que j'avais oublié de continuer à exister pour moi-même. La colère qui commençait à bouillonner en moi n'était pas seulement contre eux. Elle était aussi contre moi. Colère d'avoir accepté le silence, d'avoir normalisé le mépris subtil, d'avoir cru que mon sacrifice serait, à la fin, suffisant. L'amour, ai-je réalisé avec une clarté brutale, n'était pas une monnaie d'échange dans leur monde. La loyauté n'était qu'un joli mot dans un testament. Je me suis assise sur le bord du lit, le corps lourd d'épuisement et de désillusion. J'ai ouvert la petite boîte et j'ai regardé la montre cassée. Les aiguilles figées à 3h15, un symbole parfait de ma vie paralysée. 10 ans, un tiers de ma vie d'adulte consacrée à une cause qui, aux yeux du monde, n'avait abouti à rien. Les larmes que j'avais retenues dans l'ascenseur menaçaient enfin de couler. Un sanglot sec s'échappa de ma gorge. Mais alors, quelque chose a changé. En regardant cet objet inutile, le lot de consolation qu'il m'avait jeté, la question dans ma tête s'est transformée. Ce n'était plus « qu'est-ce qui a de la valeur ?», mais plutôt « qu'est-ce qu'il pense qui a de la valeur ?» Des maisons, des voitures, des actions. Des choses qui peuvent être achetées, vendues, partagées. Il m'avait humilié avec ce qu'il considérait comme le pouvoir. Et c'est à cet instant que l'étincelle s'est allumée. Ils avaient commis une erreur fondamentale. En me donnant ce qui pour eux ne valait rien, ils m'avaient libéré de la seule chose qui me liait encore à eux, l'espoir de leur approbation. Je me suis levée. Ma colonne vertébrale, autrefois courbée, s'est redressée. J'ai regardé autour de la chambre, non plus avec la tristesse du départ, mais avec la concentration d'un soldat avant la bataille. Ils pensaient m'avoir effacé, mais ils m'avaient seulement donné une page blanche. Ils pensaient m'avoir laissé sans rien, mais ils m'avaient laissé sans rien à perdre. J'ai pensé à ma fille, Léa. Je ne pouvais pas permettre que le souvenir qu'elle aurait de sa mère soit celui d'une femme vaincue. Le combat n'était plus sur mon passé. Il était sur son avenir. Ils m'avaient donné 3 jours. 3 jours pour disparaître. Ils ignoraient que 3 jours étaient plus que suffisants pour trouver ma prochaine arme. Et elle n'était pas dans un coffre-fort ou sur un compte en banque. Elle était dans la seule chose que Geneviève m'avait vraiment laissée, quelque chose qu'il n'avait jamais pensé à chercher, la vérité. Mon arme était la vérité. Et la vérité, comme j'allais bientôt le découvrir, était cachée depuis le début, juste sous leurs yeux, dans un endroit qu'ils considéraient aussi insignifiant que moi. La chambre de Madame Bernard. Il m'avait donné 3 jours pour faire mes cartons. J'ai utilisé le premier jour pour faire les siens. Ce n'était pas un acte de bonté, mais de stratégie. En pliant ses vieilles robes et en rangeant ses livres, je n'organisais pas seulement le passé, j'enquêtais. Mes doigts cherchaient un double fond dans un tiroir. Mes yeux, une note égarée entre les pages d'un livre. Je cherchais un signe, un indice, aussi petit soit-il, que la femme intelligente et aimante que j'avais connue ne m'aurait pas laissé à la merci des loups. Je devais croire que l'éternelle gratitude n'était que la partie émergée de l'iceberg. J'ai passé des heures à fouiller des boîtes de photos, voyant les visages souriants d'Amélie et Luc enfant, avant que l'ombre de l'argent ne les rattrape. J'ai lu des extraits des journaux de Geneviève, où sa calligraphie élégante décrivait avec tristesse l'éloignement croissant de ses enfants. Aujourd'hui, Luc n'a pas appelé, écrivait-elle. Il a dit qu'il concluait une grosse affaire. J'espère que le bonheur qu'il cherche se trouve vraiment dans ces chiffres. Sur une autre page, Amélie m'a envoyé un cadeau hors de prix de Paris. J'aurais juste voulu qu'elle vienne m'embrasser. Sa douleur était là.
documentée à l'encre et sur le papier, la preuve que l'abandon que je ressentais n'était pas le fruit de mon imagination. Mais ce n'était pas encore suffisant. C'était la motivation, mais pas l'arme. Le deuxième jour, j'ai commencé à vider la vieille commode en acajou qui se trouvait dans le coin de la chambre. C'était un meuble que le frère et la sœur avaient déjà décidé de jeter. Trop vieux, démodé, avait décrété Amélie. Dessus, couverte d'une fine couche de poussière, se trouvait la vieille boîte à musique de Geneviève. Je la connaissais bien. Elle était en bois sombre, avec des fleurs sculptées sur le couvercle. Amélie la détestait. Cette petite musique irritante, se plaignait-elle quand Geneviève me demandait de la faire jouer. Mais pour Geneviève, c'était un trésor. Elle appartenait à ma mère, m'avait-elle raconté un jour, le regard perdu dans ses souvenirs. Il y a des choses ici que l'argent ne peut pas acheter. La phrase m'est revenue avec la force d'une révélation. J'ai pris la boîte entre mes mains. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. J'ai ouvert le couvercle et la mélodie fragile et désaccordée d'une valse d'autrefois a rempli le silence de la chambre. C'était une musique mélancolique, la bande-son parfaite pour nos adieux. Un instant, la tristesse est revenue. Peut-être que je cherchais en vain. Peut-être que ce n'était qu'une vieille boîte à musique. Je passais mes doigts sur les sculptures, sentant le bois usé, quand mon pouce appuya sur l'une des fleurs d'une manière différente. Ce n'était pas une sculpture, c'était un bouton dissimulé. J'ai entendu un clic doux, presque imperceptible. Mon cœur s'est emballé. J'ai retourné la boîte et j'ai vu qu'une petite section du fond, parfaitement ajustée à la base, s'était détachée. C'était un compartiment secret. Les mains tremblantes, j'ai ouvert le petit tiroir caché. Mon souffle s'est coupé. Il n'y avait pas de bijoux, ni de liasses de billets. Il y avait quelque chose de bien plus précieux. Une seule enveloppe, jaunie par le temps, et attachée à celle-ci par un ruban de satin délavé, une clé de coffre-fort, ancienne, en bronze, lourde. L'enveloppe ne portait qu'un seul mot, écrit de la calligraphie tremblante et familière de Geneviève, Chloé. Je me suis assise sur le bord du lit, le cœur battant contre mes côtes. Avec un soin presque religieux, j'ai défait le ruban et j'ai ouvert l'enveloppe. La lettre était courte, mais chaque mot pesait une tonne. « Ma fille de cœur », commençait-elle. « Si tu lis ces lignes, c'est que je n'ai pas réussi, de mon vivant, à te protéger de la cupidité de mes enfants. Pardonne-moi pour cela. L'argent, Chloé, a le pouvoir d'empoisonner les cœurs les plus purs, et les leurs, je le crains, sont déjà sans remède. S'il te plaît, pardonne-leur de ne pas être capable de voir le trésor que tu es. Moi, je l'ai vu, dès le premier jour. Ce que j'ai laissé dans le testament officiel n'était qu'un théâtre, ma chérie. Une performance pour satisfaire leur avidité, une distraction pour qu'ils se battent pour les biens qu'ils connaissaient et me laissent en paix pour protéger ce qui compte vraiment. Ma véritable succession, le fruit d'investissements que j'ai fait en secret pendant des années, ne se trouve pas dans cette maison. Elle est en sécurité. Cette clé ouvre le coffre numéro 713 à la Banque centrale privée. Ce qu'il y a à l'intérieur est à toi. Légalement, incontestablement, à toi. Utilise-le pour construire la vie que toi et ma petite fille Léa méritaient. Achète la maison de tes rêves, finis tes études, voyage à travers le monde. Vis, ma fille. Vis la vie que tu as si généreusement mise en pause pour moi. Voilà mon éternelle gratitude. Pas en mots, mais en liberté. Les larmes que j'avais retenues si longtemps ont finalement coulé sur mon visage. Mais ce n'étaient pas des larmes d'humiliation ou de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, d'amour, d'une validation si profonde qu'elle guérissait toutes les blessures. Geneviève ne m'avait pas abandonnée. Elle m'avait armée. La guerre qu'Amélie avait déclarée venait de gagner une nouvelle armée. Une armée d'une seule femme. Avec la lettre dans une main et la lourde clé de bronze dans l'autre, je savais exactement quel serait mon premier mouvement. Et il ne serait pas silencieux. Le lendemain matin, le soleil qui entrait par la fenêtre de ma chambre semblait différent. Ce n'était plus la lumière pâle qui éclairait ma solitude. C'était la lumière qui illuminait un champ de bataille. Et le premier ordre du jour était de trouver un général. Je n'ai pas emballé un seul vêtement. À la place, je me suis assise avec l'ordinateur portable de Geneviève et, avec une précision chirurgicale, j'ai recherché les meilleurs avocats en droit des successions de la ville. Je ne voulais pas un bon avocat. Je voulais une forteresse. Quelqu'un qui ne serait pas intimidé par le nom de famille Bernard et le pouvoir qu'il représentait.
Après 2 heures de recherche, j'ai trouvé un nom qui revenait dans des articles sur des cas complexes et victorieux. Maître Céline Roche. Sa description sur le site du cabinet était succincte et brutale. Spécialiste des patrimoines complexes et des litiges à haute complexité. Nous n'acceptons pas de cas sans fondement. J'ai appelé le cabinet. La secrétaire a essayé de me donner un rendez-vous pour la semaine suivante, mais je l'ai interrompue, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Dites à Maître Roche que l'affaire concerne la succession de la famille Bernard et que j'ai en ma possession un document extra-testamentaire d'une extrême urgence. Si elle ne peut pas me voir aujourd'hui, je chercherai un autre professionnel. Le bluff a fonctionné. Le pouvoir de leur nom, pour la première fois, jouait en ma faveur. J'ai obtenu une réunion pour 14 heures. J'ai mis la lettre et la lourde clé de bronze dans mon sac, ainsi que la boîte de velours contenant la montre cassée. Chaque objet était une pièce à conviction dans mon dossier non dit. Et je suis sorti de l'appartement, passant devant Amélie dans le salon, qui m'a lancé un regard méprisant et a dit « Tu vas enfin chercher un endroit où vivre ?» Je l'ai juste regardé, sans répondre, et j'ai refermé la porte derrière moi. Le silence, je le découvrais, était une arme bien plus puissante que n'importe quelle réponse. Le cabinet de Maître Roche était à l'opposé de celui de Maître Duval. Moderne, minimaliste, avec des murs de verre et des œuvres d'art abstraits. Il transmettait l'efficacité, pas l'intimidation. Céline Roche était une femme d'une 50aine d'années, avec un regard perçant qui semblait lire à travers moi. Elle a écouté mon récit en silence, les mains croisées sur la table, l'expression neutre. J'ai tout raconté. Les 10 ans de soins, la promesse, la lecture du testament, l'humiliation dans le couloir. J'ai présenté les faits de manière claire, objective, ravalant l'émotion, comme si je présentais un rapport. Elle a écouté patiemment, sans montrer de sympathie ni de surprise. Je pouvais voir le scepticisme dans ses yeux. Elle avait probablement entendu des centaines d'histoires d'héritiers mécontents. Quand j'ai terminé, un silence s'est installé. Puis, calmement, j'ai fait glisser la lettre de Geneviève sur la table polie. Ensuite, la clé. Et enfin, la boîte de velours, que j'ai ouverte pour révéler la montre cassée. Ceci, ai-je dit en montrant la lettre, est sa gratitude. Et ça, j'ai montré la montre, et la leur. Céline a pris la lettre. Ses yeux ont parcouru les lignes, et pour la première fois, j'ai vu son expression changer. La neutralité a laissé place à une concentration intense. Elle a lu la lettre 2 fois. Elle a pris la clé, sentant son poids, analysant les détails. Finalement, elle a levé les yeux vers moi et le scepticisme avait disparu, remplacé par une lueur de respect et d'enthousiasme professionnel. « Madame Laurent », dit-elle, et sa voix était maintenant chaleureuse. « Ceci change absolument tout. La rédaction de Madame Bernard est impeccable. Elle a créé un instrument particulier de donation de son vivant, conditionné à son décès, et le coffre-fort en est l'exécuteur. C'est génial. Et complètement légal. » Elle se pencha en avant, un sourire de prédateur apparaissant sur ses lèvres. « Vos beaux-frères et belles-sœurs ne sauront pas ce qui leur arrive. Cet après-midi-là, nous avons élaboré le plan. Le silence et la vitesse étaient essentiels. Céline a contacté la banque centrale privée, utilisant des canaux confidentiels pour vérifier l'existence du coffre sans déclencher d'alarme. La confirmation est arrivée en fin de journée. Le coffre existait et était au nom de Geneviève Bernard, avec un accès autorisé uniquement à elle ou à la porteuse de la clé originale, conformément à un contrat de location datant de 30 ans. Le changement en moi était palpable quand je suis rentrée. Je marchais plus droit. Ma voix était plus sereine. J'ai arrêté de me cacher dans ma chambre. Je me suis assise dans le salon, lisant un des livres de Geneviève, pendant qu'Amélie parlait fort au téléphone de la vente de toutes ces vieilleries de maman. Je l'observais, cataloguant chaque mot, chaque plan. Luc est arrivé plus tard et m'a trouvée dans la cuisine, préparant un thé. « Tu as l'air différente, » dit-il, méfiant. Plus calme, j'ai souri. « Je suis en paix avec les dernières volontés de votre mère, » ai-je répondu. Et l'ambiguïté de ma phrase l'a satisfait. Ils ont pris mon calme pour de la résignation, de l'acceptation. Leur arrogance était mon meilleur déguisement. Le jeudi est arrivé, mon dernier jour complet dans cette maison, selon leur décret. Je n'avais rien emballé. Amélie a explosé en voyant ma chambre intacte. « Qu'est-ce que ça signifie? Tu n'as rien fait? Le camion arrive demain à 8 heures. Tu veux qu'on jette tes affaires dans la rue? C'est ça ?»
J'étais assise dans le fauteuil du salon, le même où Geneviève avait passé ses derniers jours. J'ai terminé ma gorgée de thé avant de répondre. J'ai regardé la grande horloge à pendule sur le mur. « Nous ne sommes pas encore vendredi », ai-je dit, avec une tranquillité qui l'a rendue furieuse. « Tout sera réglé d'ici demain. Je vous le garantis. » À cet instant précis, mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un message de Maître Roche. Confirmé. Le directeur de la banque nous attend demain à 9h, avec un huissier de justice pour documenter l'ouverture du coffre. J'ai levé les yeux et j'ai regardé Amélie, qui fulminait encore de colère. « Demain sera une journée de grande révélation pour nous tous, » ai-je dit. Ils pensaient que le lendemain serait la date de mon expulsion. Ils ignoraient que ce serait le jour de mon couronnement. Ce vendredi-là, je ne me suis pas réveillée comme une condamnée le jour de son exécution. Je me suis réveillée comme une reine le jour de son couronnement. Le rituel du matin fut différent. Au lieu de la hâte anxieuse ou de la tristesse résignée, je me suis déplacée avec un calme délibéré, une solennité que l'occasion exigeait. J'ai choisi ma tenue avec le soin de quelqu'un qui choisit une armure, une robe noire à la coupe simple, que je gardais pour les funérailles, mais qui, ce jour-là, servirait à une renaissance. Discrète, élégante, impénétrable. Je ne m'habillais pas pour impressionner. Je m'habillais pour être invisible et en même temps inoubliable. Je suis descendue et l'appartement était plongé dans un silence tendu. Amélie et Luc n'étaient pas encore levés. J'ai laissé ma chambre exactement comme elle était. Le lit fait, mais quelques affaires aux mêmes endroits. L'absence de carton était mon premier acte de guerre silencieuse. J'ai retrouvé Maître Céline Roche dans un café à 2 rues de la banque. Elle m'attendait avec 2 cafés et un mince dossier sur la table. Ses yeux m'ont analysé, cherchant le moindre signe de faiblesse. « Prête ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. « Souvenez-vous, Chloé, » dit-elle, la voix ferme comme l'acier. « À partir du moment où cette porte s'ouvrira, vous n'êtes pas la veuve ni la garde-malade. Vous êtes la bénéficiaire, l'unique. Comportez-vous comme telle. » L'entrée de la banque centrale privée était un temple de marbre et de silence. Nos pas résonnaient sur le sol poli alors qu'un employé en costume impeccable nous conduisait à un salon privé. Là, nous fûmes accueillis par le directeur de l'agence, M. Ferreira, un homme aux cheveux grisonnants et à l'expression d'une perpétuelle gravité, et par l'huissier de justice, dont la présence conférait une couche de solennité supplémentaire à tout le processus. Après les formalités et la vérification minutieuse de mes documents et de la lettre de Geneviève, M. Ferreira nous a guidés. Le trajet jusqu'au coffre ressemblait à une descente dans les secrets les plus profonds de la ville. Nous avons pris un ascenseur privé qui a descendu plusieurs étages sous terre. La température a chuté et l'air est devenu plus rare, avec une odeur métallique d'acier et de temps. Nous avons passé des portes à grosses grilles qui s'ouvraient avec des bourdonnements électroniques. Le seul son était celui de nos pas et le clic lointain des mécanismes de sécurité. Finalement, nous nous sommes arrêtés devant elle, la porte du coffre principal. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie, une porte circulaire et massive en acier, avec un volant de verrouillage qui ressemblait au sas d'un sous-marin. Le rituel d'ouverture fut lent, presque liturgique. Monsieur Ferreira a utilisé sa clé. Ensuite, il m'a indiqué la serrure où la mienne devait entrer. J'ai inséré la lourde clé de bronze de Geneviève. L'ajustement était parfait. Un son métallique, satisfaisant. Ensemble, ils ont tourné leur clé. Le directeur a ensuite saisi le grand volant et l'a tourné lentement. On a entendu une série de clics lourds et profonds, comme le cœur d'un géant de métal qui se réveille. Avec un sifflement d'air pressurisé, la porte massive s'est déplacée, s'ouvrant lentement pour révéler la chambre forte. À l'intérieur, le monde était fait d'acier brossé et de lumière froide. Des couloirs de tiroirs métalliques numérotés s'étendaient dans un ordre parfait et aseptisé. Le directeur nous a conduites jusqu'au couloir 700, s'arrêtant devant le tiroir 713. De nouveau, le rituel des 2 clés. La petite porte en métal s'est ouverte. Avec des mains étonnamment fermes, j'ai tiré la lourde boîte en métal et je l'ai apportée à la table de consultation sous la lumière blanche et froide d'une lampe. Maître Roche et l'huissier se sont placés à mes côtés. J'ai ouvert la boîte. Au-dessus, comme une protection sentimentale, il y avait un petit paquet enveloppé de soie. À l'intérieur, une paire de boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à la mère de Geneviève et une photo d'elle et d'Étienne, mon défunt mari, le jour de leur mariage. Un rappel que ce n'était pas une affaire d'argent, c'était une affaire d'amour. Avec soin, j'ai retiré le paquet. Et puis, j'ai vu.
le souffle m'a manqué. La boîte était pleine à craquer. Il y avait d'épaisses liasses de titres au porteur, émis des décennies plus tôt, avec des sceaux de banque qui n'existaient même plus. Une fortune liquide, silencieuse, qui attendait. Et, au fond, occupant la majeure partie de l'espace, un lourd dossier en cuir sombre. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, parfaitement conservés, se trouvaient les documents originaux de constitution d'une société nommée Entreprise GNE, Geneviève & Étienne. Et, joints à eux, l'acte de propriété et tous les registres d'un immeuble de bureau de 10 étages sur l'avenue Montaigne. L'un des mètres carrés les plus chers du pays. Un immeuble que je voyais de la fenêtre du bus, un géant de verre et de béton qui faisait partie du paysage de ma vie, sans que je sache jamais qu'il appartenait à la femme pour qui je cuisinais et lisais des poèmes. Maître Roche a commencé à feuilleter les documents, les yeux brillants. « Chloé », murmura-t-elle, la voix pleine de stupéfaction. « Les titres seuls valent une fortune, mais cet immeuble, sa valeur marchande aujourd'hui, est incalculable. Elle dépasse de loin la valeur totale du reste du patrimoine. » Ce n'était pas un héritage. C'était un empire. Un empire silencieux, construit en secret, protégé par la discrétion d'une femme que le monde considérait comme fragile. Après le catalogage et l'authentification de chaque document par l'huissier de justice, nous avons quitté la banque. Le soleil du matin semblait plus brillant, les couleurs de la ville plus vives. Je ne portais rien d'autre que mon sac à main. Maître Roche portait le vrai pouvoir dans sa mallette en cuir. Et c'est alors que le destin, avec son ironie exquise, nous a offert la scène finale. Sortant de l'aile des investissements de la même banque, venait Luc. Son regard nous a enregistrés. D'abord moi, puis la femme imposante à mes côtés, puis la mallette dans sa main. La confusion sur son visage était visible. Il s'est approché, le front plissé. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Et qui est-ce » balbutia-t-il, le regard passant de moi à Céline. Avant que je puisse répondre, mon général a pris les devants. « Maître Céline Roche, je suis l'avocate de Madame Laurent. Nous venons de finaliser une procédure privée. » Sa voix était froide, corporative, impénétrable. Les yeux de Luc se sont rétrécis, se concentrant sur moi. « Procédure? Quelle procédure? Tu n'as pas un sou. » Et alors, j'ai parlé. Pour la première fois, non pas avec la voix de la garde-malade, mais avec celle de l'héritière. « Il semble que votre mère et moi avions quelques secrets, Luc. Des choses de valeur sentimentale, tu sais. La pique, la même que lui et sa sœur avaient utilisée pour me blesser, a atteint sa cible. Son visage s'est tordu en un masque de colère et de suspicion. Il ne savait pas ce que j'avais fait. Mais il savait, à cet instant, que le jeu qu'il pensait avoir gagné venait de basculer. Et le doute dans ses yeux fut, pour moi, le premier et le plus doux des paiements. Si cette histoire vous touche d'une manière ou d'une autre, laissez un j'aime pour que je le sache. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous me regardez. Je promets de tous les lire. Je n'ai pas regardé en arrière. Alors que le taxi s'éloignait, je savais que le poison du doute que j'avais planté en Luc se répandrait comme une traînée de poudre. L'appel à Amélie serait immédiat, chargé de panique et de suspicion. La tempête qu'ils avaient eux-mêmes créée était sur le point de s'abattre sur leur tête. Et pour la première fois de ma vie, je ne courais pas pour m'en abriter. J'allais à la rencontre de son œil, non pas pour me battre, mais pour regarder. À mes côtés, Maître Roche était l'image de la tranquillité. Ils seront hors d'eux, prévint-elle, avec le calme d'une stratège expérimentée. Ils vont crier, menacer, insulter. Ne dites pas un mot. Laissez-les se noyer dans leur propre arrogance. Votre pouvoir, aujourd'hui, réside dans votre silence. Quand le taxi a tourné dans la rue de l'appartement, la scène qui nous attendait était exactement comme je l'avais prédit, mais néanmoins choquante. Un énorme camion de déménagement était garé devant. La rampe abaissée, prêt pour le carnage. 2 hommes en bleu de travail attendaient au portail. Et, sur le balcon, les bras croisés et tapant du pied avec impatience, se tenait Amélie, la reine dans son château, sur le point de superviser l'expulsion de l'intruse. Nous sommes descendus de voiture. L'air est devenu électrique. Le visage d'Amélie s'est transformé en me voyant. D'abord, la surprise. Puis, une fureur dédaigneuse en remarquant la femme élégante et imposante à mes côtés. « Enfin !» cria-t-elle, la voix forte pour que les voisins curieux puissent t'entendre. « Je pensais qu'il faudrait appeler la police pour te faire sortir. Et qui c'est, elle? Tu as déjà trouvé un nouveau travail? C'est ta nouvelle patronne ?»
l'humiliation publique était son arme favorite. Avant même que je puisse respirer, Céline fit un pas en avant, sa présence commandant l'espace. « Bonjour, Madame Bernard. Mon nom est Céline Roche, je suis avocate. Et Madame Laurent et moi-même sommes ici pour superviser la transition de propriété de cet immeuble. » Amélie éclata de rire, un son aigu et désagréable. « Propriété ? Quelle propriété ? Cette maison appartient à moi et à mon frère, par droit d'héritage. Et cette dame, cracha-t-elle en me montrant du doigt, est une ex-employée qui a exactement 20 minutes pour sortir ses affaires, avant que mes employés là-bas ne jettent tout sur le trottoir. À cet instant précis, la voiture de Luc dérapa et s'arrêta brusquement derrière le camion. Il sauta du véhicule, le visage pâle, les yeux écarquillés. « Amélie, arrête tout, je l'ai vue sortir de la banque centrale privée, avec cette femme !» cria-t-il en montrant Céline. Le chaos était installé. Le public de voisins aux fenêtres augmentait. La scène était à eux. Mais le scénario, pour la première fois, était le mien. « Messieurs, Dame Bernard », commença Céline, la voix calme et tranchante, faisant taire l'hystérie imminente. « Je crains qu'il y ait une grave méprise. Madame Laurent, en effet, n'est pas sur le départ. Au contraire, en tant qu'unique actionnaire des entreprises Phoenix, la véritable propriétaire de cet immeuble et d'autres biens, elle est venue prendre possession de ce qui lui appartient. » Les deux frères et sœurs me regardèrent, bouche bée. La confusion sur leur visage était presque comique. « Phoenix ? C'est quoi cette holding ? Tu es devenue folle ?» hurla Amélie. « Maman nous a tout laissé. C'est dans le testament. Nous l'avons vu. Maître Duval l'a lu. » Céline, avec la patience de quelqu'un qui désamorce une bombe, ouvrit sa mallette en cuir sur le capot de la voiture de luxe de Luc. Avec des gestes précis, elle disposa les documents en une rangée. Des copies certifiées conformes. « Le testament que vous connaissez, expliqua-t-elle, disposait des biens personnels de votre mère. Compte en banque, voiture, quelques biens immobiliers. Cependant, le patrimoine principal, construit sur 40 ans, a toujours été consolidé dans cette holding créée par elle et votre défunt père. » Elle poussa en avant la copie des statuts de la société. Et, par cet instrument particulier de donation, signé et authentifié il y a 5 ans, Madame Bernard a transféré la totalité de ses actions à Madame Chloé Laurent. Luc, l'homme d'affaires, fut le premier à comprendre. Il arracha les papiers des mains de Céline, ses yeux parcourant les clauses, les chiffres, les sceaux du notaire. Je vis la couleur quitter son visage, remplacée par une pâleur mortelle. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Amélie, toujours dans le déni, s'agrippa au bras de son frère. « C'est un faux, c'est une farce. Elle a contraint une vieille femme malade. Manipulatrice, sorcière, tu as empoisonné l'esprit de ma mère contre ses propres enfants. » Les accusations étaient maintenant des cris de pur désespoir. « Nous allons attaquer en justice, nous allons annuler cette mascarade. Tu iras en prison, espèce d'escroc !» hurla Luc, retrouvant sa voix, mais pas son contrôle. Céline ne s'y a même pas. « Faites comme bon vous semble, » dit-elle froidement. « La procédure sera longue, extrêmement coûteuse et, je vous préviens, très publique. Et la lettre de 2 pages que votre mère a laissée, détaillant les motifs de sa décision, y compris des années de négligence affective, sera une pièce maîtresse du procès. La presse adore les histoires d'enfants ingrats qui perdent des fortunes. Votre réputation n'y survivrait pas. » La mention de l'humiliation publique, l'arme qu'ils aimaient tant utiliser, fut le coup de grâce. Ils se turent. La réalité, froide et brutale, les avait enfin frappés. C'est alors que leur colère, n'ayant aucune issue légale, se tourna vers moi. « Toi, espèce de vipère !» siffla Amélie, les yeux injectés de haine. « Tu as vécu sous notre toit, mangé notre nourriture, et dans notre dos, tu planifiais ça, volant ce qui nous revenait de droit. » Je suis restée silencieuse, comme Céline me l'avait conseillé. Je les ai juste regardés se désintégrer, leur arrogance se dissolvant dans la panique et la haine impuissante. Ils n'avaient pas été vaincus par une astuce d'avocat. Ils avaient été vaincus par l'amour et la prévoyance de la mère qu'ils avaient abandonnée. Après que leur venin sembla s'être épuisé, j'ai enfin parlé. Ma voix sortit calme, basse, mais résonna dans la rue silencieuse. Je me suis adressée aux 2 déménageurs qui assistaient à la scène, paralysés. « Messieurs, je vous prie de m'excuser pour le dérangement. Il n'y aura pas de service aujourd'hui. Je vous remercie d'être venus. » Les hommes échangèrent un regard, comprirent le changement de pouvoir et commencèrent à ranger leurs affaires. Puis, je me suis tournée vers Amélie et Luc,
les 2 statues de l'échec sur mon ancien trottoir. « La maison », dis-je doucement. « Je la garde. L'éternelle gratitude, vous pouvez la prendre. Il semble qu'au final, c'est la seule chose qu'il vous reste vraiment. » Je me suis retournée. Céline a tenu la porte de la maison pour que je puisse entrer. En franchissant le seuil, j'ai senti le poids de 10 ans quitter mes épaules. J'ai fermé la porte, et le son du bois massif se refermant a étouffé les cris et les malédictions qui reprenaient à l'extérieur. Le silence qui m'a accueilli à l'intérieur n'était pas celui du vide, ni de la solitude. C'était le silence de la victoire, et je savais que la guerre pourrait avoir de nouvelles batailles, mais le trône, ce trône que je n'avais jamais demandé mais que je méritais, avait enfin été conquis. La porte s'est refermée et leur monde est resté à l'extérieur. Le silence qui m'a enveloppé était si dense que je pouvais le sentir sur ma peau. Je m'attendais à ressentir de l'euphorie, une envie de crier, de célébrer. Mais ce qui est venu fut un calme profond et épuisé, comme celui qu'un navire ressent en arrivant au port après avoir traversé la plus violente des tempêtes. J'ai marché dans l'appartement, mais pas résonnant dans les pièces vides. J'ai touché le bois poli de la rampe, le velours usé du fauteuil de Geneviève, le verre froid de la fenêtre du salon. Tout était à la même place, mais rien n'était plus comme avant. La maison n'était plus un symbole de ma servitude ou de leur richesse. Maintenant, c'était juste une maison. Et pour la première fois, je sentais que je pouvais choisir si je voulais ou non y appartenir. Je suis montée dans la chambre principale, la chambre de Geneviève, un sanctuaire que j'avais nettoyé et entretenu, mais dans lequel je ne m'étais jamais sentie vraiment à l'aise. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai sorti de mon sac la lettre jaunie. Mes mains ne tremblaient plus. J'ai relu chaque mot, non pas pour m'assurer de la légalité de ce qui s'était passé, mais pour absorber la vérité qui pulsait là. C'est alors que la leçon finale, la plus importante de toutes, s'est cristallisée dans mon esprit. L'héritage que Geneviève m'avait laissé n'était pas dans le coffre 713. L'immeuble, les titres, l'argent, tout cela n'était que l'outil, l'arme. Le véritable héritage était cette feuille de papier. C'était ces mots. C'était la preuve irréfutable que mon amour n'avait pas été vain. C'était la validation que j'avais cherchée pendant 10 ans. Non pas de leur part, mais de la seule personne dont l'opinion comptait vraiment. L'argent m'a donné le pouvoir, mais la lettre m'a rendu ma dignité. L'argent m'a donné les moyens de mener la guerre, mais la lettre m'a donné la raison pour laquelle la guerre valait la peine d'être menée. J'ai réalisé, avec une clarté fulgurante, le coup de génie final de Madame Bernard. Elle ne m'avait pas seulement protégée, elle m'avait forcé à me protéger. Elle savait que si elle m'avait simplement laissé l'argent, je n'aurais peut-être pas eu la force de le réclamer. Elle a permis que je sois humiliée, que je sois poussée jusqu'aux limites du désespoir. Elle savait que je devais goûter à l'injustice la plus amère pour enfin trouver ma propre force. L'humiliation n'était pas un accident. C'était le catalyseur. C'était le poison qui, au lieu de me tuer, m'a immunisée. Geneviève ne m'a pas sauvée. Elle m'a donné les outils pour que je me sauve moi-même. J'ai pensé à Amélie et Luc, dehors, sur le trottoir, noyés dans leur propre haine. La fureur que je ressentais pour eux s'était dissipée, remplacée par une sorte de pitié froide et distante. Ce n'étaient pas des monstres. C'étaient des enfants gâtés dans des corps d'adultes, si dépendants de l'héritage de leurs parents qu'ils n'avaient jamais appris à construire quoi que ce soit par eux-mêmes. Leur pouvoir n'était pas réel. C'était un emprunt, un nom de famille, un compte en banque qu'ils n'avaient pas créé. Et, confrontés à quelque chose d'authentique, l'amour de Geneviève pour moi, la loyauté qu'elle valorisait par-dessus tout, ils se sont effondrés. La véritable pauvreté n'était pas le manque d'argent, mais l'incapacité de reconnaître la valeur de quoi que ce soit qui ne puisse être coté en bourse. Ils n'avaient pas perdu une fortune. Ils avaient perdu la dernière chance de comprendre l'héritage de leur propre mère. J'ai compris, dans ce silence, que le pardon ne consistait pas à les absoudre. Il consistait à me libérer du besoin de leur approbation, me libérer du poids du ressentiment, me libérer de l'histoire dans laquelle ils m'avaient cantonné au rôle de victime. Je n'étais pas une victime. J'étais une survivante. Et, à partir de ce jour, je serai l'architecte de ma propre vie, un projet resté dans les cartons pendant 10 longues années. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le camion de déménagement manœuvrer pour partir, vide. Il n'avait rien emporté de moi, car rien de ce qui était là ne m'appartenait vraiment. Et ce jour-là, ils ne m'ont rien pris.
La femme qu'ils avaient tenté d'effacer n'existait plus. À sa place, il y en avait une autre. Une femme qui a découvert que son plus grand patrimoine n'était enregistré dans aucun cadastre. Il résidait dans sa capacité à aimer, à résister et enfin à se relever. Elle avait hérité d'elle-même. Et maintenant, elle devait enfin décider quoi faire de cette liberté. La première décision que j'ai prise en tant que femme libre n'a pas été d'acheter une voiture de luxe ou de voyager à Paris. Ce fut de vendre la maison. À la surprise de Céline, j'ai demandé que le prix soit celui du marché, sans précipitation. La maison était magnifique, un monument à l'histoire de la famille Bernard. Mais chaque pièce, pour moi, murmurait des souvenirs de douleur et de servitude. Y vivre aurait été comme vivre dans un mausolée de mon propre sacrifice. Je ne voulais plus habiter le passé. J'avais besoin de murs qui n'avaient pas été témoins de mes larmes, de fenêtres qui s'ouvraient sur un nouvel horizon. Avec une petite partie de l'argent que Geneviève m'avait laissé, j'ai acheté un appartement clair et aéré au centre-ville, avec un balcon plein de plantes et une vue sur un parc. La première chose que j'ai faite a été de donner un nuancier de peinture à Léa, ma fille. « Choisis la couleur de ta chambre », lui ai-je dit. Ses yeux se sont remplis d'un étonnement joyeux. Pour la première fois, elle avait le choix. La voir peindre les murs d'un bleu vibrant, un bleu qu'Amélie aurait certainement qualifié de « vulgaire », fut le véritable acte de propriété de ma nouvelle vie. Toutes les deux, ensemble, nous avons construit notre premier vrai foyer, un endroit où les règles étaient les nôtres et le son le plus courant était celui de nos rires. Quant à Amélie et Luc, la guerre qu'ils m'avaient déclarée s'est rapidement retournée contre eux. Comme Céline l'avait prédit, leurs avocats leur ont conseillé de ne pas m'attaquer en justice. La bataille serait une défaite certaine et un suicide social. Sans ennemi commun, l'alliance forgée dans la cupidité s'est dissoute. Ils ont commencé à se disputer le partage des biens qu'ils avaient hérités, chacun accusant l'autre de mauvaise gestion et de convoitise. L'entreprise familiale, qui pendant des générations avait été un pilier de stabilité, est devenue le ring où ils menaient leur guerre privée. Les nouvelles me parvenaient par des chuchotements, à travers des connaissances communes. Luc, dans une manœuvre risquée, a tenté de duper sa sœur et a perdu un investissement crucial. Amélie, par vengeance, a divulgué à la presse des informations sur les affaires douteuses de son frère. Le nom Bernard, autrefois synonyme de pouvoir, est devenu synonyme de scandale. Leur chute ne fut pas un événement cataclysmique, mais une lente et pathétique érosion, observée avec mépris par la même société qui les avait un jour applaudis. Ils n'ont pas seulement perdu de l'argent, ils ont perdu leur statut, leur réputation et, finalement, l'un l'autre. La dernière chose que j'ai su, c'est qu'ils ne se parlaient plus, chacun dans son coin, ruminant le venin qu'ils avaient eux-mêmes produit. Moi, de mon côté, j'étais occupé à construire. J'ai décidé que l'empire secret de Geneviève ne serait pas liquidé, il serait transformé. Sous la direction de Maître Roche, j'ai utilisé la structure des entreprises Phénix pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui honorerait la véritable essence de Geneviève. C'est ainsi qu'est née la Fondation Geneviève Bernard, une institution à but non lucratif avec une mission claire, fournir un soutien juridique, financier et psychologique aux aidants familiaux. Des gens comme moi qui consacrent leur vie à prendre soin de ceux qu'ils aiment, renonçant souvent à tout, sans aucun filet de sécurité. Et puis, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis plus de 10 ans. J'ai déterré mes vieux livres d'architecture. J'ai dépoussiéré mes planches à dessin. Et j'ai dessiné moi-même le siège de la Fondation. Pas un bâtiment d'entreprise froid, mais un espace accueillant, avec des jardins intérieurs, de la lumière naturelle et des salles de repos. Un lieu qui transmettrait le soin et le respect. L'acte de dessiner, de créer, de voir un de mes projets sortir du papier et s'élever, brique par brique, fut la guérison finale. Je ne construisais pas seulement un bâtiment, je me reconstruisais moi-même. Des années ont passé. Aujourd'hui, le nom Bernard n'est plus associé au scandale, mais à l'espoir que la Fondation représente. La guerre est derrière moi, un souvenir lointain qui n'a plus de pouvoir sur moi. Ma victoire n'a pas été de les voir tomber, elle a été de me relever si haut que je ne peux plus les voir. Ma paix n'est pas venue de la justice des tribunaux, mais du but que j'ai trouvé. Parfois, la nuit, je prends la petite boîte de velours que je garde toujours. Je regarde la montre cassée, avec ses aiguilles figées. Ils ont tenté de me définir par le temps que j'avais perdu. Mais Geneviève, avec sa sagesse silencieuse, m'a enseigné la leçon la plus précieuse de toutes. Elle m'a rendu le temps. Pas seulement le mien,
mais celui de centaines d'autres personnes qui trouvent maintenant un soutien à la Fondation. Et ça, j'ai finalement compris, c'est le seul héritage que le temps ne peut effacer. C'est le seul qui compte vraiment.